Bien, pour cette conférence sur le doublage d'animation japonaise et ses spécificités, nous avons le plaisir d'accueillir 4 comédiens de doublage et dérivés, directeurs artistiques, notamment Alice Orsa, Adrien Solis, Alan Aubert et Philippe Roulier, qui vont nous parler de leur métier et de leurs expériences, le tout modéré par Fantin, que nous avons le plaisir d'accueillir, qui va animer cette conférence. Donc bonjour à tous. Je vais commencer par présenter nos amis comédiens qui sont présents. Alors, je vais commencer par notre chère amie juste à côté, les femmes d'abord. Il s'agit de Alice Orsa, une comédienne assez active ces derniers temps. Elle est essentiellement connue dans le milieu du doublage pour doubler Maisie Williams dans Game of Thrones et plus récemment également dans High Boy. Et dans l'animation japonaise, vous la connaissez sans doute si vous avez vu en VF le film Your Name qui est sorti récemment puisqu'elle double l'héroïne Mitsuha. Juste à ses côtés, nous avons Philippe Roulier, un comédien et un directeur artistique très actif et depuis pas mal très actif qui a une grande voxographie. Il a doublé notamment dans Code Geass, Beelzebub. Et il fait également la voix de Jet Black dans Cowboy Bebop. Il est également la voix régulière de Jerry Traylor. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Hein. Non, c'est bien. Et il est donc directeur artistique également dans pas mal de séries d'animation japonaise. Evangelion, Excel Saga, Hunter x Hunter et plus récemment Seven Deadly Sins. Juste à ses côtés, nous avons Alan Aubert. Alan Aubert, qui est un peu plus récent dans le doublage, mais qui en fait pas mal en ce moment. Il a fait quelques doublages live, comme la série The Middle ou le film Frère Ennemi. Mais si vous êtes là, c'est essentiellement, je pense, pour l'animation japonaise. Et pour cela, il a fait des rôles dans Assassination Classroom, Log Horizon, des choses qui ne sont pas encore sorties, comme Gate et My Hero Academia. Je le place. Et il est particulièrement connu pour doubler notamment Itsuki dans les derniers films de Initial D et Kogami dans Psycho Pass. Et tout au fond, nous avons Adrien Solis, quelqu'un dont si vous avez regardé des animés récents en VF, vous avez forcément entendu sa voix, puisqu'il double Kirito dans Sword Art Online, Kuruko dans Kuruko's Basket, il double Armin dans L'Attaque des Titans, Mashiro dans Bakuman, Takaki dans le film 5 cm par seconde, Ken Kaneki dans Tokyo Ghoul, Raku Chigo dans Nisekoi. Il est également une voix régulière de Noel Fisher et J.D. Walsh. Voilà, nous avons donc commencé la table ronde avec différents sujets. Cependant, avant de commencer, je voudrais quand même, juste avant de commencer, parler de l'adaptation, parce qu'on n'a pas pu inviter d'adaptateurs dans ce panel. C'est un petit peu dommage, mais donc je voudrais quand même qu'on pense un petit peu eux, parce qu'ils font une tâche importante dans le milieu du doublage et qui malheureusement n'est pas assez montrée. Donc voilà, je voulais quand même qu'on parle un peu d'eux. Et donc nous allons peut-être commencer justement pour parler de la barrière du langage. Parce que oui, la conférence parle des spécificités du doublage d'animation japonais. Et donc forcément, on parle en France, on parle un peu moins japonais que anglais, par exemple, qui correspond à une grande majorité des doublages qui sont faits en France. Peut-être que effectivement la barrière du langage est déjà un petit peu est quelque chose qui peut ralentir ou qui rend un doublage peut-être un peu plus difficile. Si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Alors, oui, non, mais c'est-à-dire que la langue japonaise, c'est une langue très chantante et très expressive. Donc c'est un peu compliqué de retranscrire ça en français, souvent. Et c'est d'ailleurs souvent ce que les fans de VO peuvent reprocher au VF. C'est-à-dire ils n'arrivent pas à retrouver la force de la langue japonaise dans la langue française. Mais c'est ça qui est difficile pour nous, c'est de faire passer justement toutes les émotions, toutes les palettes, mais à la française, je dirais. Donc pour nous, des fois, c'est presque un handicap d'entendre la version japonaise parce que
on a envie de chanter, mais on peut pas dire bonjour, ça va, tu vas bien, comme ils disent parfois les Japonais. Hein. Si on collait à la langue japonaise, ça ferait un peu ça, hein, des fois. Ah bon, t'es sûr? Oh non! Quoi? Donc on est un peu obligé des fois de rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus français. Et donc forcément, il y a un décalage qui est pas évident, ouais, c'est vrai. Et si je peux compléter... Ah si, moi je suis tout à fait d'accord. Si je peux compléter d'ailleurs ce que dit Adrien, donc dans les animes, donc en série qu'on a l'habitude de regarder, ce qui n'est pas forcément le cas des films par exemple des studios Ghibli ou des films de Makoto Shinkai. En fait, dans la plupart des animes, on a une culture du surjeu qu'on n'a plus vraiment en français ou pas forcément, où ça dépend vraiment de la série en question. Par exemple, quand on fait de la sitcom, évidemment, là on est obligé. Après, on n'a pas forcément ce réflexe-là en français. Et la barrière du langage, après, elle est là. Voilà, elle est là. Elle est même là en anglais. Et je connais des comédiens qui parlent pas, qui pipent pas un mot d'anglais et qui captent pas forcément tout de suite la petite nuance dans la réplique ou quelque chose comme ça. Après, c'est vrai que voilà, quand on a une certaine compréhension du japonais, ça fonctionne, ça marche. On peut comprendre les petites nuances et tout ça. C'est ma 3e langue vivante, donc c'est vrai qu'il y avait il y a même des trucs sur, par exemple, l'adaptation de Your Name. Il y avait alors on était 2 sur le plateau, l'ingénieur du son qui faisait aussi directeur artistique et puis moi. Et le fait est que on pouvait un peu manier le texte comme on voulait, ce qui fait qu'à certains endroits, on a vraiment changé le texte parce que je disais « Ah, c'est pas tout à fait ça qu'ils disent en VO, ça va pas ça. » Parce que tu parles japonais, toi, Alice? Hein? Tu parles japonais? C'est ma 3e langue vivante. Ah, pardon. Donc j'apprends... Non, mais t'inquiète. Hein. Et puis voilà, du coup, en plus, j'en entends depuis que je suis toute petite. J'ai été élevée au Ghibli allègrement. On m'a cuisiné à la sauce Ghibli toute ma vie, donc... Walou. C'est un peu comme toute langue, à partir du moment où on l'apprend et où on commence un petit peu à la maîtriser petit à petit, y a certaines nuances qu'on commence à capter. Autre chose à dire? C'est quand même plus facile, je trouve, l'adaptation des animés, justement parce qu'ils n'ouvrent pas des fours formidables, etc. Enfin, je veux dire, c'est assez basique l'animation des bouches dans l'animation japonaise, donc ça peut très bien coller sur du français. Ça pose moins de problèmes que sur des séries live, par exemple américaines, où justement des fois ils ouvrent des fours incroyables. What did you say? Ils font des trucs pas possibles. Et alors en français, toi, qu'est-ce que tu dis? On peut pas trop le faire. Alors c'est pour ça que des fois il y a quand même un décalage dans ce qu'on voit dans les séries américaines entre les bouches qui ouvrent des fours monumentaux et puis la voix française qui est relativement normale. Enfin, on sent pas que la bouche s'ouvre autant. On peut techniquement écrire des choses qui paraissent plus simples à dire, plus naturelles à dire que dans un film live, par exemple. Des choses qui paraissent plus... c'est beaucoup plus simple, des choses qui soient... qui sont naturelles. Quoi. Voilà, exactement. On n'est pas obligé de forcer quelque chose ou faire un appui particulier sur une ouverture de bouche particulière, puisque les bouches sont animées de manière quand même assez basique. D'ailleurs, quand je suis allé au Japon et je suis allé dans un studio qui est Studio Pierrot, qui a fait Naruto, et il me racontait qu'en fait, les mouvements de bouche sur les animés japonais, parce que vous avez pu constater que sur beaucoup d'animés japonais, en fait, ils sont pas très regardants vis-à-vis de la synchro. Souvent, ils débordent un peu l'ouverture de bouche. Parce qu'en fait, ils s'en fichent un petit peu. C'est moins leur culture qu'ici, chez nous. On est très regardant sur les ouvertures de bouche et tout ça. Donc, des fois, on est obligé... Parce qu'en plus, quand un japonais dit « watashi wa », c'est-à-dire « moi, je », nous, on dit « je ». Alors, déjà, c'est compliqué de faire tenir « je » sur « watashi wa ». Donc, en adaptation, ils sont toujours obligés de rajouter des mots, des choses, des tas de trucs. Et puis, j'ai appris donc, dans ce studio que en fait, l'animation de la bouche, c'était un peu du random, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le texte, ils n'essayent pas de coller à un texte. Ils font, ça va durer à peu près comme ça, voilà, c'est bon. Et puis là, ça va s'ouvrir un peu plus longtemps, là un peu. Et nous, en France, on s'adapte scrupuleusement sur le mouvement de bouche, ce que ne fait pas du tout le japonais. C'est aussi pour ça qu'on est contraint par la technique française en animation
à tenir sur les ouvertures de bouche et les fermetures de bouche, etc. Et on colle à ça, donc on rajoute des mots, on en enlève pour coller pile poil dans ces ouvertures de bouche, alors que les Japonais, eux, ils travaillent à la feuille, ils n'ont pas de bande rythmo, donc ils se lâchent complètement sur leur rôle et tout ça. Nous, on a quand même cette technique-là qui nous tient très fort, parce que c'est dans notre culture qu'il faut que quand le personnage ferme la bouche, on ait fini de parler. Et c'est pour ça que justement l'adaptation, c'est extrêmement compliqué pour les auteurs, parce que il y a certains mots japonais, on peut dire 10 mots japonais, pour le français il en faudra 15. Et souvent les adaptations sont un peu moyennes, je dis souvent, mais non, mais c'est pas méchant en plus, hein, parce que c'est extrêmement compliqué, et on utilise beaucoup de chevilles, et c'est ce qui déplaît parfois dans les versions françaises, c'est que les gens qui aiment les mangas ne se disent mais je reconnais pas moi ce que j'ai pu entendre ou ce que je peux voir, enfin voilà. Et c'est vrai qu'adapter du manga, c'est une vraie difficulté. Donc les comédiens qui en font, c'est aussi important de se baser sur ce qu'ils entendent, mais sur ce qu'ils voient, parce qu'il y a dans le dessin japonais, il y a une énergie. Et moi souvent quand je dirige des séries, c'est ce que je demande, je demande de l'énergie, une concentration énorme, et ce que disait, je ne sais pas si c'est toi qui l'as dit, Adrien, mais ah non, tu vois, c'était une conversation privée en fait. Mais dans les toilettes tout à l'heure. Ouais, non, ah bon? Comment tu le sais? Et non, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas toujours utile d'écouter la version originale. C'est-à-dire que le dessin, le texte français, nous-mêmes, on va l'adapter avec le jeu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est le comédien, il est face à un personnage. Simplement, il n'est pas obligé d'entendre le japonais, ce qui est pas le cas sur une série anglaise, américaine, italienne. Moi, je sais que quand j'ai dirigé One Piece, au début, j'écoutais et je me rendais compte que les comédiens se perdaient avec ça. Et il disait, mais attends, mais tu vois, Usopp, là, il est comme ça, je vais y aller. Et on y allait quasiment à la volée. C'est-à-dire, bon, en plus, le comédien était excellent, mais le manga est une énergie. J'aimerais trouver le mot exact. Ouais, non, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est aussi un déchaînement. Et il y a une rigueur, mais cette rigueur n'est pas la même que lorsqu'on est sur une série américaine, une série anglaise. Et tous les comédiens ne sont pas toujours aptes à faire du manga. Parce que vraiment, quand on a un rôle important et qu'on ressort d'une séance, on est rincé, quoi. Voilà, c'était un peu pour parler de l'adaptation, c'est-à-dire que c'est pas la même chose. Et c'est compliqué pour les adaptateurs, je trouve. Et moi, je suis pour ça très tolérant. L'essentiel, c'est qu'ils respectent l'histoire. Après, nous aussi, les comédiens, le directeur artistique, on adapte nous-mêmes, parce que par rapport à l'énergie, par rapport à l'image et tout ça. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est ce que j'avais envie de dire en fait. Oui, bah justement, c'était un petit peu le deuxième point également, c'était la différence d'intensité qu'on peut retrouver dans les séries justement d'animation que vous venez de citer, que vous avez cité, One Piece par exemple. Donc effectivement, c'est aussi un petit peu de l'adaptation de s'adapter à l'intensité. Donc si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire à ce sujet. En fait, il faut remplir surtout l'image, l'animation japonaise comme One Piece par exemple. Ils sont tellement expressifs, et surtout dans les scènes de combat, les scènes de hurlement, qu'il faut forcément y aller, quoi. Il faut hurler. Donc, quand on sort de toute une après-midi de séance, c'est clair qu'on est rincé, on n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher. Parce qu'on est mais vraiment lessivé, parce qu'il ne faut pas se regarder. Et c'est comme ça aussi qu'on les remplit, parce qu'effectivement le français est une langue qui, comme disait Adrien, qui est beaucoup moins chantante que le japonais. Et il faut remplir leur énergie, donc il faut y aller. Et ça se rapproche, moi je le rapproche un peu plus du jeu théâtral, où parfois on joue aussi beaucoup avec les ruptures. Surtout les Japonais, l'animation japonaise, il y a beaucoup de ruptures. D'un coup, ils vont être là avec la goutte et le machin. Donc, voilà, il faut y aller
Et d'un coup, ce qui défile, donc on appelle ça la séquence, on appelle ça une boucle. Donc ça défile et on voit que sur la réplique d'après, on a repéré que le personnage d'un coup cassait son énergie. Donc il passait d'un truc très expansif à un truc beaucoup plus rigolo, beaucoup plus mignon, par exemple. Et ça, voilà, il faut l'assumer. Et c'est dans l'énergie, effectivement, qu'on va le chercher plus que dans le langage, je pense. Et parfois, c'est pas évident. Moi, je me souviens quand je suis arrivé justement sur Psychopass ou Psychopass, en fait, j'avais été casté, j'avais passé les auditions pour Gagari, parce que voilà, qui correspond plus, on va dire, qui peut correspondre plus à ma voix et à mon énergie. Et on m'a testé sur Kogami. Et Kogami, le problème, c'est que l'acteur japonais qui le double est beaucoup plus vieux. Et il a une voix comme ça. C'est le guerrier, quoi. Donc, et quand on m'a appris, en fait, les Japonais, France 4 et Kana m'ont choisi justement parce que dans la bio du personnage, il a une vingtaine d'années, enfin 25, 26 ans, et il voulait se rapprocher en français quelque chose de plus proche de son physique, plus que la voix comme ça. Et du coup, ça a été un peu effrayant au départ pour moi, surtout que c'était mon premier film d'animation, ma première série d'animation. Et après, voilà, faut pas se poser de questions, faut y aller. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie différence parfois entre la version originale et la version française. Et comme dit Philippe, c'est plus sur le caractère et parfois sur ce que dégage le personnage physiquement qu'on va être choisi. Voilà. D'accord. Justement, là, on parle pas mal de tout ce qui concerne justement les séries d'animation, tout ce qui est animé. Je voudrais qu'on parle aussi également un petit peu des longs métrages, parce que c'est aussi de l'animation japonaise. Vous avez pour la plupart fait également des longs métrages. Nous avons Your Name à cette question. Il y a également 5 cm par seconde. Il y a également Colorful, il me semble que monsieur qui vous avez doublé dans Colorful, il me semble, par exemple. Je sais pas. Je sais pas. C'est possible, hein. Je ne sais plus. Bon, bref. Bon, ouais. En tout cas, voilà, c'est parfois une atmosphère qui est un petit peu plus intimiste. J'imagine que c'est pas non plus exactement les mêmes sentiments, les mêmes façons de jouer, les mêmes façons de jouer, quoi, de se sentir dans le personnage. C'est quelque chose. Moi, pour être sur 5 cm par seconde, qui est un film de Makoto Shinkai d'il y a quelques années, que tu connais peut-être, Alice, je sais pas. Non, mais c'est pas grave. Et... Quoi ? Que je réfléchisse. Non, Voyage vers Agartha, c'était... Attends. Non, enfin bref. Voyage vers Agartha, Peu c'était importe. 2014. Peu importe, enfin pour moi, c'était un vrai bonheur de faire ce film. Donc je crois que c'était vers 2010 ou 2009. Peut-être. Je sais. Merci. C'est le premier film de Makoto Shinkai que j'ai vu qui m'a fait pleurer. Voilà. Oui, c'est vrai que les films de Makoto Shinkai, par exemple, c'est vraiment différent parce que c'est effectivement une ambiance intimiste, donc il n'y a pas de combat, il n'y a pas de... Voilà, donc effectivement, pour moi, c'était un grand bonheur de faire ça parce que effectivement, ça changeait complètement, c'était un autre registre. Et là, pour le coup, on se rapproche plus d'un film live, enfin de quelque chose de beaucoup plus naturel, entre guillemets, où les enjeux sont ailleurs et on n'est pas sur de l'action, voilà. Donc, oui, mais c'est notre travail. C'est une chose qui fait partie de notre métier, c'est-à-dire complètement, voilà. C'est ça qui est amusant. C'est ça qui est amusant. Donc après, quelles que soient les scènes, si ce sont des scènes de combat, on y va à fond. Si ce sont des scènes intimistes, on s'adapte à ça. On fait notre métier d'acteur. Moi je fais pas vraiment de différence en fait là-dessus. C'est un travail d'acteur. Après, on le fait bien ou on le fait pas bien. Le but du jeu est de le faire bien. Donc je vois ce que je veux dire, c'est que je vois pas une vraie différence. Nous, on est comédiens, il faut qu'on y aille. Et on nous présente une scène intimiste, on la joue, on respecte l'image, on respecte le... Voilà, donc il n'y a pas vraiment de différence, si tu veux. Le jeu, un acteur, il est combattant, il a une scène d'amour, il a une scène d'amitié, tout ça, ça se joue. Et tu vois, c'est toujours pareil. Alors c'est une autre énergie, mais on est aidé par l'image, par le texte, etc.
Oui, bah oui, effectivement. Pas, tu vois, pour nous, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence, quoi. Adrien, tu es d'accord? Bien sûr. Soutiens-moi, merci. Bien sûr, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Et puis, non, mais simplement, bon, bah voilà, là, en l'occurrence, ça pourrait très bien être un long métrage avec des scènes d'action, etc., comme les longs métrages de One Piece, etc. C'est pas le fait que ce soit du cinéma ou que ce soit un long métrage, c'est pas le problème. Là, effectivement, c'est parce que on était aiguillé sur Makoto Shinkai, qui a un registre un peu plus intimiste, un peu plus, voilà, c'est tout. Donc c'est un autre registre qui est agréable aussi. Ça change un peu justement des One Piece et des combats de basket ou je ne sais quoi. Oui, parce que One Piece, bon, par exemple, c'est une série où il y a vraiment beaucoup de bastons. Et moi, j'avais doublé une série qui s'appelait Lane. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent. Ouais. Là, c'était extrêmement intimiste. C'était sur le suicide d'une adolescente. Et ça, c'est pareil. Alors là, il y avait beaucoup de subtilité. On n'était pas dans les scènes bourrins comme on peut les rencontrer. Mais les scènes bourrins ou les scènes intimistes comme ça, c'est aussi difficile à jouer parce que de toute manière, il faut être sincère. Et un comédien se doit d'être sincère. Qu'il joue une scène d'action ou n'importe quoi, il doit être sincère. Donc voilà, après, c'est le plaisir de jouer ça. Puis quand on fait certaines choses, il y a des choses qu'on aime bien. Moi, Lane, c'est une série que j'ai adorée, qui m'a marqué, qui est restée en moi et qui racontait beaucoup de choses sur l'adolescence et que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et qui avait un rythme que je n'ai jamais retrouvé dans aucun autre manga, puisque c'était d'une lenteur. Mais cette lenteur nous prenait et nous angoissait énormément. Parce que j'ai ressenti. Et je crois que sensible, très sensible. Hein? Il est très sensible, Philippe Roulier. Ouais. Voilà, il faut que vous le sachiez, c'est comme ça. J'avais adoré aussi, moi. Voilà, Noir. Mais Noir, c'est encore autre chose, ouais. Noir, on est presque dans le... Oui, il y a ça flingue aussi à tour de bras. Mais on est un peu dans la comédie, on est un peu dans la... C'est très... Et pourquoi, là, on parlait de ça? Parce que même sur des séries, il n'y a pas besoin d'être dans un long métrage ou machin. Ouais, il y a d'autres séries où il y a de l'intimiste. Mais le travail, que ce soit de la télé, de vidéo, même si c'est une sortie de DVD, on se dit... Déjà, un comédien pourrait se dire, j'en ai rien à foutre parce que c'est un DVD. Il va faire l'acteur, il va jouer et il va être sincère dans ce qu'il fait. C'est assez implicite. De toute façon, on se rend vite compte de ce qu'on a en face, de l'image qu'on a en face. Et voilà. Après, c'est les atmosphères qui sont différentes. C'est une histoire d'ailleurs même. Quelque chose d'autre à ce sujet ou non? Non, moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Non, c'est la même chose. Le but pour nous, c'est de respecter au maximum le film ou la série, donc être le plus fidèle possible à ce qu'on nous ressent aussi. Mais non, enfin, le travail en lui-même est le même. Hein. On est là pour essayer de ressortir les émotions, de l'énergie. Donc peu importe l'atmosphère, on s'adapte. Bon, je voudrais qu'on parle également, là c'est plus quelque chose qui concerne tout ce qui est animation, pas seulement l'animation japonaise, mais l'animation en général. C'est justement la diversité des rôles qu'on peut proposer. C'est essentiellement des rôles qui sont assez difficilement adaptables en live. Genre des séries d'animation qui présentent des animaux, c'est quelque chose qui est assez difficilement adaptable en live. C'est quelque chose qu'on peut retrouver assez facilement. Donc si vous avez des anecdotes là-dessus, à ce sujet, ou n'importe quoi, des rôles. Déjà en live, on a rarement la goutte là. Voilà, déjà. Peut-être toi, mais... Il y a rarement 500 tonnes qui nous tombent sur la tête en live et on y survit. Voilà, hein, théoriquement. Non, ça demande souvent beaucoup plus d'énergie, justement. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. En live, il faut respecter ce que fait l'acteur. Il faut rentrer dans son souffle, dans son regard. L'animation, on a un peu plus de liberté d'interprétation. Puisqu'effectivement, comme disait Adrien, il faut respecter les ouvertures de bouche, tout ça, mais c'est moins précis qu'un acteur qui va dire what the fuck. Enfin, c'est moins, voilà, mais en fait, nous, je pense qu'on devient un peu des enfants aussi quand on fait ça, parce qu'on se retrouve à jouer des choses que jamais on ne jouerait
les scènes de baston, tout ça, à hurler comme des fous dans le studio. Enfin, en même temps, on s'éclate quoi à faire ça. C'est pas donné à tout le monde et en live, on le fait moins. Enfin, c'est plus quotidien, beaucoup plus. C'est-à-dire, moi, ce que j'aime dans l'animation japonaise, c'est que ça décolle, c'est-à-dire ça dans des univers, ça va souvent très très loin et c'est vraiment barré dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que, enfin, moi, c'est pour ça que j'ai le goût de ça aussi, c'est que on n'est pas loin de la poésie. Enfin, ça touche à des choses complètement insensées. Quand on regarde Couli, quand on regarde du Rarara, c'est n'importe quoi. Et en même temps, ça parle de choses très précises et assez puissantes, en fait. Et c'est ça que j'aime, c'est ce décalage de l'émission qui fait que on peut se permettre beaucoup plus de choses. Et c'est pour ça qu'ils essayent d'adapter aujourd'hui avec les moyens qu'a le cinéma actuel, notamment Hollywood, ils essayent d'adapter des licences d'animation au cinéma. Et pour moi, tout ça est très 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 en dessous de ce que proposent les animés. Comment ? Non, rien. Voilà, parce que même l'attaque des Titans, il y a une dimension telle que... Et encore, l'attaque des Titans, c'est quand même malgré tout assez scénarisé. Enfin, moi, j'aime aussi beaucoup quand ça part dans vraiment tous les sens et que on comprend pas bien ce qui se passe, quoi. Enfin, je sais pas, voilà. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais. Non, mais ce que tu dis, moi, je te rejoins, c'est que dans pas mal de séries que j'ai pu diriger, il y en a certaines et là, c'est pas contre la série, ce que je vais dire, mais parfois il y a des choses que je ne comprends pas. Il se passe des trucs, je comprends l'histoire, je suis un peu paumé, mais le dessin est tellement fort, ce qui se joue, ce qui s'échange entre personnages me paraît tellement juste que je vois les acteurs ou moi-même, on y va à fond et je trouve ça vachement bien. C'est-à-dire qu'il y a un côté, on redevient enfant et on s'amuse avec ça. Et alors, je ne sais pas si ça peut faire partie d'une anecdote que tu souhaitais entendre, mais moi, c'est ce que j'aime, c'est qu'à un moment donné, il y a un lâcher-prise. Et c'est vachement, vachement jouissif. Parce qu'on ne se pose pas de questions, il n'y a pas d'intellect, on y va. Et pour ça, l'animé japonaise est formidable, quoi. Ça, moi, c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'amuse beaucoup, quoi. On n'est pas obligé de constamment réfléchir. Je me souviens de la toute première série que j'ai dirigée il y a très longtemps, Evangelion, où je suis tombé là dans cet univers que je ne connaissais pas du tout. Mais il y a des moments où on ne comprenait rien. Enfin, c'était. La fin, il y en a encore qui ne comprennent pas. Hein. C'est normal, hein ? Ah, vous me rassurez là. Mais il y avait une chose qui nous amusait tous sur le plateau, c'est qu'on avait envie de vachement bien faire le truc. Il y avait quelque chose qui nous emportait. Et ça, j'aime bien. Et c'est vrai que parfois, il y a des séries comme ça tu te dis, mais qu'est-ce que je dis ? Mais tu t'en fous, tu le dis, et tu le dis sincèrement, quoi. Non, mais c'est vrai, mais c'est curieux de dire ça. Mais voilà. Et après, voilà, il suffit d'être juste. Et on a le support de l'image, on a le support du texte. Et nous, on est des comédiens pour rendre ça. Mais voilà, alors... comme j'ai fait beaucoup de mangas, on me dit mais est-ce que tu es fan de manga ? Moi je suis pas un fan de manga, mais j'ai vachement de plaisir à les faire. Voilà, je suis pas une personne qui va regarder des mangas, qui va lire des mangas, non. Mais j'adore ça, c'est un réel plaisir. Chouette comme anecdote, non ? Ça va. Mais le pire, c'est que parfois, nous, on est convoqués en tant que comédiens sur des produits, donc des dessins animés qu'on ne connaît pas. Et on ne peut pas voir la série avant, enfin, on la découvre en même temps qu'on joue. Et on s'était retrouvés ensemble, je crois, sur Code Geass, les derniers OAV. Moi, je ne connais absolument pas Code Geass. Et c'est pareil, j'ai rien pigé. Parce que c'était petits rôles, donc on voit, ils sont des mecs dans des robots, enfin... Donc oui, voilà, faut gueuler, faut y aller, on se dit oui, t'inquiète, vas-y, et on ne pige que dalle. Voilà, mais on ne connaît pas les séries forcément avant, on n'a pas l'opportunité de les voir, de voir quelle est l'histoire. Donc en fait, on réfléchit pas, on se pose pas de questions, on fait confiance aussi au directeur artistique et
Et oui, on y va, quoi. Ouais, j'ai une anecdote là-dessus justement, parce que je crois que c'était avec toi, Philippe. Hein. Mais un jour, j'avais dit, mais attends, j'ai bien dit là, parce que j'ai rien compris à ce que j'ai dit. Il m'a dit, tu l'as très bien dit, on continue. Voilà. Mais moi ça me repose beaucoup de ne pas comprendre tout. Parce que je suis fatigué de beaucoup des films de cinéma, tout ça, ou des choses où on comprend tout, tout est bien calibré pour que on comprenne bien ça à tel moment, c'était ça, d'accord, ça a basculé, machin, truc. Tout est nickel, l'histoire est impeccable, c'est verrouillé, tout. Il n'y a plus de place du tout pour il n'y a plus rien. Alors que justement, dans des mangas comme Evangelion, que je n'ai pas vu d'ailleurs, mais voilà, il y a de la place pour... ça part loin, quoi. On ne sait pas trop où ça va. Et c'est ça qui est plaisant, quoi. Et moi, par exemple, j'ai kiffé dernièrement à faire Ken Kaneki sur Tokyo Ghoul, parce que justement, ça va loin. Là, aussi, la censure, enfin, les limites japonaises ne sont pas les mêmes que nous, donc ils vont très très loin. Donc ça finit par une scène de torture épouvantable où il lui arrache les ongles et il hurle, etc. Et pour moi, mais c'était libérateur de faire ça, vraiment, d'hurler, de me faire arracher les ongles. En plus, après... On va se tenir loin de toi. Hein. Voilà. Après, il reprend du poil de la bête et puis paf, il se transforme et il l'éclate et tout. Donc ça, ça va loin, quoi. Ça va loin. C'est bien. S'il n'y a rien d'autre, on pourrait passer justement un petit détail, c'est justement les conditions d'enregistrement qui sont quand même assez bien respectées dans le domaine de l'animation japonaise, puisque ça reprend à peu près les conditions d'enregistrement des films live. On peut noter quand même la différence, par exemple, aux conditions d'enregistrement des jeux vidéo, où par exemple en jeu vidéo on a très peu d'images. Donc à ce sujet, voilà, ça reste quand même des choses qui sont plutôt avantageuses, si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Ouais, alors plus que de conditions d'enregistrement, je parlerais de type de studio limite. Voilà, il y a des catégories. Il y a la plupart des studios de doublage. Enfin, en général, on est sur un plateau, dans le même espace que le directeur artistique. Voilà, avec un endroit pour que les comédiens qui n'enregistrent pas s'assoient, papotent s'ils sont un peu déconcentrés. Voilà, mais et il y a un autre type d'enregistrement de studio dans lesquels on fait la plupart du temps les jeux vidéo, qui est l'aquarium. Voilà, donc l'aquarium, on est dans 2 espaces séparés, généralement par une vitre. C'est là-dedans qu'on a fait notamment Overwatch, tout ça. Et voilà. Non, pas... Oui, bon voilà. Bien. Et oui, non, c'est plus vraiment des types de studios, parce que après les conditions d'enregistrement, ce serait autre chose. Puis en jeu vidéo, on enregistre tout seul souvent. Aussi. Donc ça, c'est ouais. Justement, on peut parler de ces conditions-là d'enregistrement, puisque tu as doublé dans Pokémon Génération, qui a eu des conditions un petit peu particulières. Voilà. C'est assez rare de signaler, mais je voudrais être sûr que ça ne s'est pas reproduit, ou que c'est pas un truc qui est en train de se mettre en condition. Si tu peux en parler 30 secondes, ou si tu as suivi un petit peu tout ce qui s'est fait. Je sais que tu as un petit rôle, mais si tu as suivi à peu près les conditions d'enregistrement de Pokémon Génération. Pokémon Génération, ça s'est doublé dans un studio, sur un plateau, normalement, pas dans des aquariums ou quoi. C'était chez Deluxe d'ailleurs. Voilà, ça c'est... C'était normal. Voilà. Alors, on l'a doublé assez rapidement avant la date de sortie. Et d'ailleurs, j'ai dû faire un retake la veille de la sortie de l'épisode sur YouTube. Donc, c'était assez chaud. Mais ouais, non, ça c'est au niveau des conditions. Ensuite, on l'a doublé normalement, comme toute autre série. Voilà. C'est surtout que d'après certaines... enfin, peut-être pas dans ton épisode, mais dans certains épisodes, il n'y avait pas les images définitives, c'était sur des oui. C'était sur des animatics, ouais. Et également c'était des VO, c'était des voix tests. Alors nous on n'avait pas de voix, nous c'était pas des voix tests, c'était vraiment les voix définitives. Et d'ailleurs c'était la première fois que je doublais, parce que dans la VO de Your Name c'était un jeu assez sobre, un jeu très sensible, etc. Là j'arrivais sur Pokémon, j'ai doublé Iris. J'arrive, je sais pas qui je double, on me dit bon tu vas avoir un petit rôle, et puis là je vois Iris, je fais what the fuck, un petit rôle, c'est Iris. Et puis
Et puis, dans ma tête de gameuse, c'était pas un petit rôle, mais sur le papier, voilà, c'était un petit rôle. Mais voilà, moi j'étais super contente. Mais le fait est que on avait les voix définitives, donc plus sur jeu que ça, on n'imagine pas. Les respirations, c'est assez tendancieux, hein, voilà, c'est le cliché de la respiration japonaise tendancieuse. Voilà, bon, c'était ça. Évidemment, j'ai évité de le faire comme ça. Bon, les voix étaient définitives. En revanche, l'image n'était pas du tout définitive. On avait des feuilles de papier gris avec des immeubles qui montaient. Voilà, on comprenait pas trop ce qui se passait, mais ça se passait. Donc, c'était rigolo à voir. C'était cheap à l'enregistrement. C'était très très cheap. On se disait, bon, c'est quoi cette animation? Ils se laissent aller au Japon. Bon, tout va bien finalement. Mais le fait est que c'était pas la version définitive. Mais ça nous a pas spécialement handicapés. La plupart des personnages étaient déjà animés pour quand même les comédiens, et je pense que quand même ils ont pensé aux comédiens afin qu'ils puissent jouer au mieux leurs personnages, parce que au Japon c'est un truc tellement important, le doublage, qu'on fait passer ça vraiment avant tout, tu vois. Et voilà. Mais ouais, non, sur beaucoup de dessins animés, on enregistre parfois sans images, parfois avec des images pas définitives. Sur des produits français, belges ou luxembourgeois, même, on est parfois en création de voix. C'est-à-dire qu'ils vont faire une image à partir de ce que nous, on a fait. Et voilà, au niveau des conditions, c'est plusieurs types. Ça dépend vraiment de la chaîne que la production choisit d'établir, de l'ordre dans lequel il veut faire les choses. D'accord. Donc voilà, pour ce qui est des conditions pour ce qui est des conditions, je voudrais parler un petit peu des castings. Justement, quelque chose qu'on remarque, donc ça serait plus dirigé pour Monsieur Rouillet. Vous êtes le seul directeur artistique qui est ici, donc c'est pour ça. Justement, à propos des castings, tout ce qui concerne, par exemple, les voix originales, c'est quelque chose que certains studios regardent un petit peu, mais on a vu l'exemple avec Monsieur Aubert qui vient de le dire, que c'est pas toujours basé sur les voix originales, et assez peu. Ça vous arrive de temps en temps de regarder justement qui sont les voix originales pour... J'explique un petit peu avant, je vais expliquer parce que tout le monde ici ne connaît pas forcément qu'est-ce que fait un directeur artistique. Un directeur artistique, tout d'abord, fait un casting avec 3-4 voix en général sur les acteurs principaux. Il fait ce qu'on appelle des tests sur ces personnages, et sur ces personnages, une fois les tests faits, ils vont au client, celui qui a commandé la VF, et le client choisit une voix parmi ceux-là, et donc choisit son type. Je suis bon? C'est ça, oui, pas de problème. Donc à partir de là, voilà. Donc la question que je me posais justement, c'est que au live, on a souvent ce qu'on voit, c'est des voix régulières. Par exemple, le doubleur de Bruce Willis, c'est pratiquement toujours le même, sauf un ou deux films. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous regardez de temps en temps, les castings originaux, pour même pas forcément histoire d'être synchro avec la VO, mais histoire, par exemple, d'avoir une idée de quel comédien, par exemple, quelqu'un qui a déjà doublé cet acteur. En ce qui me concerne, non. Là, sur ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, jamais. J'ai jamais fait attention à ça. Moi, je me base sur ce que j'entends, sur ce que je vois. J'essaye d'avoir une explication des personnages, connaître leur trajet dans l'histoire, pour avoir le caractère. Et ensuite, je vais me baser sur le caractère pour trouver les comédiens qui correspondent. Évidemment, s'il y a un personnage à une voix grave, je vais avoir tendance à convoquer des comédiens qui ont des voix graves. Mais c'est pas la première chose qui rentre en ligne de compte, me concernant. Donc moi, c'est plus le caractère. J'essaye de voir un peu comment peut évoluer ce personnage. Et après, voilà. Mais si c'est une voix aiguë, je fais gaffe à ça, évidemment, parce que de toute façon, le client me le demande. Il me demande toujours de se rapprocher le plus de la voix. Mais en général, moi, c'est vraiment le caractère. La seule anecdote que j'ai, c'est que la comédienne qui avait doublé Sakura, qui s'appelle Patricia Legrand, là je viens de doubler et le cochon, qui est fait par Patricia Legrand, c'est aussi la même comédienne japonaise qui le faisait. Donc c'est un hasard, mais tu vois, comme finalement les choses se recoupent sans que je le sache. D'accord. Voilà. Mais ça c'est moi, après je ne sais pas comment les autres font. Parce que si on se réfère vraiment au original japonais, très souvent, les mecs ont des voix extrêmement graves. Et je trouve que c'est pas bon d'avoir toujours cette musique, ce niveau de voix.
dans les versions françaises. Et moi, j'ai eu des soucis un petit peu avec la Toei quand je faisais One Piece, parce qu'ils demandaient vraiment de se rapprocher des voix originales. Et je me dis maintenant, mais regarde, putain, on n'a que des comédiens à voix grave, quoi. Et c'est pas agréable. C'est pas agréable parce que la musicalité, on a un peu l'impression qu'elle est la même si bien sûr il y a les caractères sont là et tout, mais dans One Piece c'est un peu particulier, donc ça bastonne et les mecs à un moment donné ils y vont à fond, quoi. Donc ils se ressemblent tous. Donc j'essayais de le convaincre de moduler ces choses-là. Voilà. Je vais juste répondre un petit peu. C'est effectivement il y a certains studios qui sont peut-être un peu plus au sud de la France, qui par exemple ont l'habitude pour Kana Nazawa, qui a quand même une voix qui est quand même un peu particulière, de mettre souvent la même comédienne parce qu'on sait que celle-là, elle va à peu près savoir comment la gérer, par exemple. Donc et voilà, c'est pareil, c'est des essais. Hein, je pense que même les clients ne demandent pas ça particulièrement. Oui, mais c'est pareil, c'est peut-être pas dit qu'ils mettent la même comédienne parce que la voix évoque cette comédienne, plus que parce que c'est cette comédienne japonaise qui le fait. C'est pas évident, enfin, je sais pas, hein, j'en sais rien, mais souvent, effectivement, au Japon, c'est loin. Les comédiens américains, on les connaît mieux. Donc on est plus référencé sur les comédiens américains que même les comédiens allemands, je dirais, ou polonais, qu'on ne connaît pas. Donc il n'y a pas de cette starification qui fait que pour nous, les Japonais... donc effectivement, souvent ça se recoupe de toute façon, parce qu'on va chercher quelqu'un qui a une voix proche, donc ça se trouve être souvent la même personne qui correspond à la même comédienne japonaise, mais sans qu'on sache forcément, je pense effectivement, qui est la comédienne japonaise. C'est pas forcément à elle qu'on se réfère, ouais, mais à sa voix. D'accord. Donc, si vous avez d'autres choses à dire à ce propos, justement de tout ce qui concerne l'animation japonaise et les différences que vous pouvez constater justement entre ça et les autres formats, parce que... Non, écoutez, moi je peux raconter mon expérience au Japon, puisque j'ai eu la chance d'aller sur pour justement faire la comparaison entre comment ils font au Japon et comment nous on fait en France, que j'ai un peu évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'aller sur une séance de doublage de Bleach à l'époque. Et en fait, ce qui est sympathique, c'est qu'eux, ils suivent la production de l'animé. Donc, ils enregistrent un épisode par semaine. Ils se retrouvent tous, genre le mercredi. Tous les comédiens sont là, le même jour, et ils enregistrent tout l'épisode ensemble. Ils ont eu le texte une semaine avant. Bon, c'est la création de voix, c'est pas tout à fait pareil, mais même pour de la création de voix, en France, on fait jamais ça. C'est-à-dire, nous, on n'a jamais de script à l'avance en nous disant, voilà, tu vas jouer tel personnage, tu peux le travailler chez toi, etc. On est souvent balancé. Bon, même si on nous fait un pitch, etc., on découvre quand même presque en arrivant sur le plateau de quoi il va agir aussi. Souvent, on a passé un casting avant, donc on a pu se renseigner un petit peu, mais on n'est pas briefé plus que ça. Et donc, eux, ils ont le texte de leur épisode en entier, qu'ils ont pu travailler chez eux. Ils se retrouvent le mercredi, ils font des répétitions, c'est-à-dire qu'ils travaillent ensemble tout l'épisode avec leur livret. Et puis ensuite, ils enregistrent. Et en fait, ils n'enregistrent pas comme nous, boucle par boucle. Déjà, ils n'ont pas de bande rythmo. Ils ont juste des petites diodes qui s'allument sur l'image, qui est souvent pas finalisée de toute façon. Donc, ils n'ont pas à s'embarrasser des labiales et tout ça, puisqu'ils ont juste une loupiote au nom de leur personnage qui s'allume quand ça commence et qui s'éteint quand ça finit. Donc, ils ont toute liberté pour s'exprimer dans ce temps imparti. Et lorsqu'ils répètent, comme tu dis, est-ce qu'il y a un directeur artistique ou ils sont Oui, entre le directeur eux, artistique est là, bien sûr, et les briefs, dit ça j'ai bien aimé, ça j'ai moins bien aimé, etc. Parfois même, le réalisateur est là au premier épisode. Souvent dans les premiers épisodes, le réalisateur oui, est c'est là. bien possible, oui, c'est bien possible. Et alors, ce qui est sympa, c'est que, il faudrait que je demande d'ailleurs, je voudrais poser la question ici en France, c'est qu'ils n'ont pas comme nous on a un micro, une barre et un micro. Donc souvent, quand il y a, dans une scène, il y a 7-8 personnages, on n'enregistre pas les 7 et les 8 ensemble. Déjà, souvent, on n'est pas convoqués ensemble, parce que ça fait trop de foutoir, et puis il y aurait trop de gens décentrés par rapport au micro, donc ça ferait des mauvais enregistrements.
Et eux, au Japon, en fait, ils ont un banc comme ça. On voit d'ailleurs sur des images que tu as postées ou des animés, on le voit dans certains animés. Ils ont 3 micros, en fait. 3 micros. Et eux, ils jouent comme ça dans cet espace. Et ils enregistrent la moitié de l'épisode d'un seul trait, en fait. C'est-à-dire 10 minutes, à peu près, d'un seul trait. Et puis voilà, puis après, ils font des raccords quand quelque chose a été moins bien ici, moins bien là, ou éventuellement ils le refont entièrement, je ne sais pas exactement. Mais voilà, et ils enregistrent les 2 moitiés d'épisodes comme ça, tous ensemble, dans cette dynamique de jeu. Donc forcément aussi, ça crée aussi une autre dynamique. En plus, aujourd'hui, comme le temps c'est de l'argent, qu'il faut aller toujours plus vite, qu'en plus les produits, Alice raconte qu'elle a fait un retake juste la veille de la sortie, etc. Enfin, on est de plus en plus pressé par le temps, il faut se dépêcher parce que les trucs arrivent à la dernière minute, etc. Donc il arrive très souvent qu'on est en track, c'est-à-dire qu'on est tout seul au micro, donc, et on fait toutes ces boucles à soi, tout son texte à soi, et on ne rencontre pas les autres comédiens. Donc c'est vrai que ça c'est un peu frustrant pour nous, même si bon, le travail est le même, mais il y a une dynamique quand on est ensemble qui est complètement différente que quand on enregistre tout seul. Et j'imagine que depuis Excel Saga, qui doit être un des premiers où vous étiez, ça a dû justement être pas mal différent. Je pense qu'à Excel Saga, il devait y avoir plusieurs comédiens en même temps. Oui, c'est-à-dire, oui, bien sûr. C'est-à-dire que ça va de plus en plus vite. Donc, oui, c'est-à-dire qu'avant, il y avait quand même malgré tout plus de temps, voilà, ça dépend un peu des produits, des conditions, voilà, mais voilà, donc ça peut jouer effectivement sur les ambiances, sur des tas de choses, quoi, mais voilà. Et quand il y a des stars qui doublent des dessins animés aujourd'hui, ça se fait beaucoup sur des longs métrages. Souvent, oui, eux aussi, ils viennent enregistrer, on s'occupe. Il y a Orelsan qui a enregistré sur One Punch Man, donc il a beaucoup travaillé pour arriver à ce résultat. Donc il a été coaché de très près pour faire ça. Donc voilà, c'est quelque chose. Je parle de la starification. Là, oui, bon, c'est également, on peut en parler un petit peu parce que de toute la starification, c'est quelque chose surtout dans l'animation, un peu moins dans l'animation japonaise parce que de tête doit y avoir la starification, ça a dû être arrivé sur One Punch Man et Porco Rosso. De tête, je vois pas vraiment où. Oui, Porco Rosso, il y a Jean Reno et Jean-Luc Reichmann dedans. Donc c'est un truc qu'on voit pas forcément en live. En live, c'est beaucoup moins. Mais je sais pas si à l'époque il s'était vendu comme un argument commercial, s'il a fait beaucoup de promos, je suis pas sûr. C'était des acteurs. Mais Reichmann n'était pas connu. Enfin, il est devenu connu par l'animation, oui. Télévisuelle, pas l'animation. Il faisait quand même, il était quand même chez Nagui à cette période-là. Bref, je sais pas, mais c'était quand même quelque chose d'assez. C'est des gens qu'on voyait assez peu dans l'animation. Oui, bien sûr. Dans l'animation. S'ils étaient acteurs, j'aurais même pas tendance à appeler ça de la starification. Oui, bien sûr, mais. Si comédien, c'est leur métier de base. Oui, bien sûr, mais je suis totalement d'accord. Mais après, voilà, quand je dis starification, je parle plus de le fait justement, comme M. Oyel l'a dit, c'est plus de communiquer sur le doublage qu'autre chose. C'est ce que j'entends par starification. Après, évidemment, je suis d'accord avec vous. Je pense que moi j'ai fait le tour des sujets que je voulais aborder, donc si personne, voilà, justement j'allais y venir, si des gens ont des questions et si personne, voilà, ok, parfait. Je suis désolé, la technique, je vous ai pas prévenu. Bonjour. Bonjour. Vous avez évoqué le fait que dans les séries de baston, il fallait se donner à fond, et ma question ce serait comment vous arrivez à préserver votre voix par rapport à ça, et est-ce que vous y arrivez? C'est de la technique aussi. Oui, globalement oui. Après, si on fait, je sais pas, 2-3 jours d'enregistrement d'affilée, la fin de la journée, on peut être un peu, la voix peut être un peu fatiguée, mais globalement, c'est une technique. Ça vient, c'est comme sur scène. Sur scène, on donne beaucoup aussi, donc ça part du ventre. Donc non, globalement, la voix, c'est pas ce qui pose plus problème. C'est l'énergie, surtout à la fin de la journée où on est fatigué. La voix peut être un peu fatiguée, mais en général, si on la maîtrise bien, on la perd pas, non.
Enfin, c'est arrivé que des comédiens se pètent la voix et puis... Non, mais c'est arrivé, oui, quand ils se retrouvent sur plusieurs jours d'affilée sur des produits de ce genre ou dans le jeu vidéo, dans les jeux, tout ça. Je sais, j'ai des camarades qui c'est l'angoisse du comédien en plus, de doublage, de perdre sa voix. Voilà. Moi, ça m'a jamais... On se pose pas tellement la question, non. En fait. Ben, on n'y pense pas du tout, en fait. Ouais, c'est ça, voilà. Non, on n'y pense pas, on y va. Voilà. Après, il y a l'accident qui peut arriver, mais et en principe, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais nous sommes des professionnels, donc on sait ce qu'on fait aussi. Après, c'est l'accident. C'est bêtement, on va mal respirer à un moment donné, puis la voix va se percher et va se casser, mais c'est quand même relativement rare. Effectivement, mais on n'est pas des machines non plus. Moi, ça m'est arrivé de me péter la voix dans les jeux vidéo parce que tu sais que tu as une journée à fond la caisse, tu sais que tu n'en auras pas une seconde, donc il faut que tu y ailles, et puis le lendemain, tu as la voix comme ça, et le lendemain, tu dois faire une narration, mais tu annules ta narration parce que tu n'as plus de voix. Mais voilà, je trouve que c'est assez exceptionnel. Hein. Je sais pas si... autour de moi, j'ai eu des comédiens qui ont eu des problèmes, mais... c'est accidentel, je dirais plus accidentel que... On est tous des pelles, donc on fait gaffe, on sait où on va et on sait jusqu'où on peut aller. Alors, oula, un petit peu fort, mais bon, on va faire avec. Alors personnellement, je ne suis pas forcément très friand de VF pour ce qui est l'animation, j'aime beaucoup la VF en général, mais... Au revoir. Bon. Hop. Et c'est comme ça qu'on loupe sa chance, c'est bien. Mais malgré tout, parce qu'il y a un mais, j'ai quand même quelques petits pépites. Pour moi, je me dis c'est forcément la VF que je dois voir et pas la version originale. De rien. Mais pour ce qui est de l'animation japonaise, pour moi, il y a une œuvre de référence, pour moi je ne peux pas voir autre chose, c'est Excel Saga, sur laquelle vous êtes plusieurs à avoir travaillé, il me semble. Et donc justement, vous parliez de... Il me semble que vous y étiez aussi. Oui, j'ai dirigé la série. Oui. Ah, vous avez dirigé. Ah bah c'est encore mieux du coup. Qui était dessus, alors. Vous le connaissez pas en fait. Ça devait être mon premier animé, je crois. Et donc voilà, parce que vous parlez justement du naturel au quotidien, à savoir on se dit bonjour, mais on le fait qu'il y a une touche particulière. Alors qu'Excel Saga, c'est une série qui est vraiment tellement dans l'humour absurde, dans le barré de A à Z. La différence, c'est vraiment un soulagement, on se dit voilà, on peut se lâcher, on peut parler n'importe comment, on peut se dire voilà, on fait l'émotion avant le parler traditionnel français. Vraiment, ça faisait une différence. Si aussi vous pouviez nous parler un peu des romans de ce doublage, vraiment si ça a été un plaisir, et si vous avez pu retrouver un jour quelque chose de similaire. Alors, c'est vieux. Hein. Alors donc, je me souviens de la comédienne qui doublait Excel, qui était Pascal Chemin, et je me souviens d'elle qui a fait un travail remarquable parce que elle alignait un nombre de lignes à la seconde, mais c'était impressionnant, quoi, impressionnant. Et voilà, donc c'est la seule chose que je peux dire. Après, c'est vrai qu'elle était vachement bien barrée cette série. Moi, alors là, pour le coup, là aussi, il y a des choses. Ah ouais. Et là, c'est l'une des rares fois où justement les auteurs, les adaptateurs venaient sur le plateau pour constater le travail. Donc ça, c'était vraiment, pour le coup, très intéressant. Après, cette série m'a marqué plus par la performance de Pascal Chemin, et puis par la dinguerie de cette série. Mais voilà, j'ai eu du plaisir, effectivement. Mais un plaisir un peu particulier, parce que lorsqu'elle enregistrait, où elle avait ce texte tellement fourni, moi, ça me demandait une concentration, parce qu'on ne pouvait pas faire n'importe quoi non plus. Il y a un texte écrit, il faut le respecter. Et elle, je ne pouvais pas lui dire excuse-moi, là c'est limite, il faut que tu recommences. Parce que la pauvre, elle était, mais alors là pour le coup, elle finissait mais cuite, quoi. Et voilà, bon, c'est une série particulière, Excel Saga, effectivement. Voilà, moi je m'en souviens. Il y a des séries, je ne me souviens pas. Parfois j'ai des gens qui viennent me voir, t'as fait ça, je vois pas, mais celle-ci, oui, je m'en souviens bien. Ouais. Voilà, parce qu'elle était intéressante, elle était particulière. Ah bah ça, alors ça, moi... Là, tu te fais engueuler, hein, t'as vu. Là, c'est le travail des auteurs. Et je me souviens de la productrice qui était là, qui venait, qui parlait aux auteurs, aux adaptateurs. Hein. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les adaptateurs venaient aussi sur le plateau pour voir le rendu.
et pour se rendre compte du travail que faisaient Pascal et les autres acteurs. Oui, non, mais là, il y a eu un travail en amont énorme. Ça, je me souviens que c'était quand on a vu des trucs, on est tous, qu'est-ce que c'est, où on va, quoi. Et finalement, c'est... Mais ça, on est à la limite de la performance. Parce que c'était des choses où, bien sûr, malheureusement, il fallait qu'on travaille. Je ne sais pas si tu te souviens. Il ne se souvient pas. Et je me souviens pas qu'il était sur la scène non plus, donc. Et la série non plus, donc. Et on était, oui, c'est vrai que c'était, c'est marrant parce que du coup ça me revient petit à petit. L'originalité de cette série a fait qu'on a plus travaillé en groupe avec les adaptateurs, avec la productrice, avec le studio à l'époque, je crois que c'était Schinkel qui faisait ça. Oui, Schinkel, c'est ça. Et c'est vrai que c'était particulier sur ce travail. Après, le travail d'adaptation, ça leur appartenait. C'est vrai qu'il y avait des trucs complètement déments. Mais, pour être très sincère, moi j'étais plus basé sur le côté technique pour que ce soit juste à l'image, pour que ça déborde pas, pour que la comédienne rentre vraiment dans la bouche, dans le lip-sync du dessin. Voilà, j'étais plus là-dessus. Après, sur les textes et tout, j'ai aucune anecdote, je me souviens. Oui, surtout que nous, on faisait exactement c'est moi. On faisait exactement le même taf que d'habitude, c'est-à-dire qu'on comprenait rien. Voilà. On comprenait rien à Excel Saga. C'était quand même difficile à suivre. Et puis c'est hyper référencé de tas de choses. Donc je crois qu'on était pas mal largués. Hein. Donc voilà. Mais en même temps, du coup, ça donnait certainement aux comédiens une grande liberté parce que c'était une sorte de grand melting pot footrack. Mais tu vois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur cette série, on est tous un peu largués, et moi j'ai eu des retours où les spectateurs étaient vachement satisfaits parce qu'on était investis, mais après tu sortais de la séance, te dire ce qu'on venait de faire, te raconter, je crois que personne n'en était capable. Mais voilà, parce tout le monde était investi. Et tu vois, c'est un peu le paradoxe de la chose, c'est que voilà, c'est comme ça, notre job il est un peu parfois bizarre, quoi. On comprend pas toujours ce qu'on fait, quoi. On sait ce qu'on fait, mais on ne comprend pas toujours. Comme dans la vie. Ouais, ben voilà. C'est beau. Allô. Très bien. Donc, alors tout le monde m'a un peu piqué mes questions et mes réponses, puisque je voulais aussi un peu parler d'Excel Saga, mais sur un petit point un peu différent. Donc vous parlez effectivement de doubler des séries comme ça où on comprend rien. Et bon, Excel Saga, avouons-le, est quand même à peu près au 19 sur 20 sur l'échelle du n'importe quoi. Et voire même carrément, disons-le, très très limite par moment, qui va très très loin. Est-ce que quand on travaille sur une série comme ça, on a vraiment encore envie de travailler sur l'animation japonaise? Est-ce que ça donne pas une image un peu bizarre, faussée, la curiosité, wow, what the fuck, ces japonais là, ou est-ce qu'au contraire c'est une curiosité, une motivation à se dire ils sont vraiment originaux et du coup voilà, c'est plus un côté excentrique, moi, ça dégoûte un peu. Je trouve que c'est vachement bien. C'est vachement bien parce qu'en tant qu'acteur, c'est super rigolo parce qu'on peut se lâcher. On peut y aller. Et ça c'est formidable. Et c'est rare qu'on ait des programmes comme ça. Sinon, on est vachement respectueux du texte, des situations qui sont extrêmement précises, que ce soit sur les séries américaines, etc. Tu vois, où tu comprends très vite, quoi. Là, tu te dis, mais où je vais? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas respecter l'image, donc tu as une attention qui est vraiment différente. Et c'est au contraire, moi je trouve ça... Non, alors moi ça m'a pas découragé, ça m'a plutôt emballé, quoi. Je me suis dit, mais il n'y en a pas une autre, il n'y a pas une suite. Tellement on était contre, parce que aussi... Il y a beaucoup de conneries qui se sont dites sur cette série, mais c'était vachement bien. Mais c'est bien aussi de se lâcher. Tu vois, on n'est pas là, on n'est pas tous on va faire un truc bien propre et tout. Non, ça déconne et c'est bon de déconner, quoi. Voilà. Ah si, c'est bon. Oui. Alors, bonjour. Alors moi, ma question, ça va être quelque chose un petit peu plus, général, pas directement sur vos performances. Mais en fait, je me posais la question parce que certains d'ici ont travaillé donc sur la VF de, par exemple, Code Geass ou l'Attaque des Titans. Et en fait, pour moi, j'avais testé ces VF-là. Alors, par exemple, pour l'Attaque des Titans, c'était après avoir vu la VO. Et Code Geass, c'était très longtemps après la sortie de la série. Donc, je me suis dit, tiens, je vais tester directement en VF. Et
globalement, j'avais bien aimé le travail fait sur la VF, sur le casting principal. Par contre, là où j'avais un petit peu plus de mal, et c'est vrai que des fois, donc, ma question, ça va être comment ça se passe un petit peu de votre côté, sur le fait que lorsqu'il y a les personnages secondaires, donc, qui apparaissent des fois effectivement 10 secondes ou quoi que ce soit, comme une petite réplique ou pas, en fait, dans ces deux séries-là, j'ai remarqué, enfin moi ça me sautait tout de suite à l'oreille, que beaucoup de voix en fait se répétaient. On sentait qu'il y avait peut-être... je sais pas, peut-être 1 ou 2 comédiens masculins pour faire une dizaine de persos en arrière-plan masculin aussi. Donc voilà, donc je me demandais en fait, notamment pour Code Geass, où en fait moi ça m'avait un petit peu choqué pour le coup. C'était la première saison, pas trop de problèmes, et dès la seconde en fait, il y a énormément de personnages secondaires masculins qui sont quasiment tous doublés par la même personne. Du coup, je me demandais si, de façon d'une autre, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir dû doubler plusieurs... en gros, enfin voilà, est-ce que ça vous est déjà arrivé de doubler plusieurs personnages sur une même série, et est-ce que ça vous dérange ? Est-ce que vous avez peut-être votre mot à dire, écoutez, j'ai déjà fait celui-là, même si c'est 10 secondes sur un personnage. Voilà. Désolé. Non, mais par exemple sur One Piece, moi Code Geass, c'est pas moi qui l'ai dirigé, donc je ne sais pas. Mais sur One Piece, lorsque je faisais les ambiances, j'avais 7-8 comédiens et je devais faire tous les personnages annexes, tous les petits personnages qui avaient une réplique, 2 répliques, 3 répliques. Donc il fallait que je prenne des comédiens qui puissent vraiment changer leur voix. J'ai jamais eu ce retour-là sur One Piece. Et pourtant, c'était le cas. Et les mecs ont fait 80, 100 personnages sur 10, 15 épisodes. Donc, voilà. Pareil pour les filles. Je prenais un groupe de filles, 3, 4, 5, selon... je voyais un peu ce qu'il pouvait y avoir comme rôle féminin. Voilà, mais ça arrive fréquemment, parce que c'est aussi... parce qu'on nous demande de faire gaffe. On ne va pas prendre un comédien pour un rôle parce qu'il a 2 lignes. Le budget explose. Donc, on est obligé... C'est une histoire de fric. C'est une histoire de fric. Hein. Voilà. Nous, on serait ravis d'embaucher à chaque fois un comédien. Ça ferait travailler vachement plus de monde. Mais on a des... Le problème, c'est qu'il y en a tellement des rondeurs sur ces scènes. On a 700 épisodes. Ah ouais, non, mais One Piece, moi, je voyais arriver le croisillé. J'avais 120 personnages, quoi. Et là, tu te dis, mais putain, comment je fais, quoi. Non, mais c'est énorme, quoi. C'est énorme. Mais après, tu vois que sur les 120, bien sûr, t'en as 50 qui ont 2 répliques, quoi, une réplique et demie. Donc voilà. Après, il faut savoir, il faut éviter de prendre le même comédien qui va se répondre. Tu vois, voilà. Ça fait partie de mon travail. Voilà, et du travail du directeur artistique. Mais c'est souvent des contraintes de budget. En tout cas, en tant que comédien, plus on nous en demande, nous, plus on est content. Donc ça nous amuse de faire plusieurs personnages différents. Et en plus, on ressort avec un plus gros cachet. Donc, on dit pas non. Allô. Alors, en fait, j'ai une question, parce que j'ai entendu dire du coup, vous avez travaillé sur des animés assez vieux, comme Lane ou Evangelion. Je voulais savoir, en fait, qu'est-ce qui vous avait motivé à l'époque à travailler sur ces animes, parce que c'est pas non plus aussi répandu que ça à l'époque. Ah, c'est le hasard total. Je débutais, j'avais dirigé quelques films et la société, je crois que c'était à l'époque, c'était les tout débuts de Shinkel, ils m'ont dit j'ai une série, on a une série japonaise qui débarque, est-ce que tu voudrais faire ? C'était Evangelion. J'ai dit oui, avec plaisir, j'ai regardé et là je suis rentré donc un petit peu dans l'univers japonais et le manga. J'ai eu des fans qui ont débarqué, parce que ça j'ignorais que ça existait. Et c'est vieux déjà. Et les mecs venaient sur le plateau pour me corriger et tout ça. J'ai dit mais où je suis, quoi. C'était un petit peu compliqué. Voilà. Après les choses se sont faites comme ça. Il se trouve que Evangelion a été entre guillemets apprécié, enfin la version française appréciée. Les gens étaient contents, donc j'ai eu d'autres propositions. On m'a dit tiens t'as l'air de bien aimer le manga, de bien t'y connaître. Et du coup, voilà, ça s'est enchaîné comme ça. Et Lane, pareil. Lane, moi, j'étais ravi quand j'ai vu cette série. Je me suis dit, putain, c'est génial. Mais là, c'est pareil, c'est le hasard, quoi. Parce que la société pour laquelle je travaillais à l'époque reçoit cette série. J'étais disponible à ce moment-là. Ils me l'ont proposé. Enfin, tu vois, c'est pas moi qui suis allé la chercher.
Pour revenir un instant sur Schinkel, justement, pour ceux que ça intéresse, justement, le patron de Schinkel à l'époque, c'était l'ancien fondateur, enfin l'un des cofondateurs d'Animeland. Donc forcément, la personne en question était un petit peu intéressée par l'animation japonaise. Donc je pense que ça jouait également. Oui, bien sûr, c'était Grégoire Parcollet. Ouais. Bonjour. On parlait du doublage, du coup, je vais justement revenir encore un peu en arrière dans le temps. Oui, si. Philippe Auguste, je ne sais pas si vous savez qui c'est, mais il a travaillé sur Ken le Survivant notamment. Dans pas mal d'interviews, il exprimait qu'à l'époque, en tout cas, c'était un peu mal vu, ou en tout cas, c'était pas très estimé de travailler sur des productions japonaises parce que c'était pas forcément toujours bien doublé, que les dialogues pouvaient paraître un peu ridicules, enfin ce genre de choses en tout cas. Et du coup, dans le milieu des comédiens de doublage, c'est pas toujours très prestigieux. Et comment ça a évolué? Parce que j'ai bien l'impression que ça a quand même pas mal évolué, cette mentalité-là. Et est-ce qu'elle reste parfois, dans les gens qui touchent pas trop à ça, une sorte de dédain, je ne sais pas, ou quelque chose d'équivalent? Comment ça a évolué? En ce qui me concerne, moi non, j'ai vraiment convoqué des comédiens qui ont pignon sur rue sur One Piece. J'ai vraiment eu ce qu'on appelle des noms du doublage et qui étaient absolument ravis, mais vraiment ravis. Après, non, moi je vois pas de réticence. Après, tu as des gens qui disent non, j'ai pas envie de faire ça, je sais pas pourquoi, mais c'est pas contre le manga. Voilà, non, moi j'ai pas rencontré ce genre de problème, franchement. Je sais pas oui, je crois que c'est quelque chose qui tend à s'estomper. Malgré tout, moi j'ai fait du doublage justement parce que j'avais envie de faire du manga. Donc, mais c'est vrai qu'à une époque, je croisais des gens qui me disaient mais pourquoi tu veux faire ça, quoi? C'est pas intéressant. Et moi, c'est ce qui me passionnait. Et parce que voilà, c'est pas doublé Bruce Willis ou je sais pas, enfin les stars du moment. Voilà, donc il y a quelque chose qui est moins valorisant parce que c'est un peu plus confidentiel, mais aujourd'hui c'est de moins en moins confidentiel et puis voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui s'estompe beaucoup. Qui s'estompe beaucoup, puis il faut être franc aussi, c'est que les gens ont besoin de travailler, donc ils font moins les malins. Non, je voulais juste dire, à l'époque, il y avait le fameux doublage de Ken le Survivant, justement, qui était assez particulier parce qu'ils étaient partis complètement en délire en faisant n'importe quoi, parce qu'au final, ils s'en fichaient un petit peu. C'est pour ça que j'avais notamment posé cette question. Il y avait tout un délire aussi avec la chaîne de Ken le Survivant. Donc, c'était également la chaîne, le Club Dorothée, tout ça. Donc, il y a là-dessus où ça jouait pas mal aussi. Oui, moi personnellement, je trouve ça moche de juger un produit comme ça un petit peu de haut parce que c'est différent, parce que ça vient d'ailleurs, parce qu'on ne comprend pas finalement. Ils ne comprenaient pas les tenants, les aboutissants de ce dessin animé, puis qu'ils trouvaient trop violent. Alors, ils ne l'assumaient pas vraiment, et puis en même temps, ça passait quand même. C'est bizarre, je trouve. Mais bon, souvent, ce qu'on ne comprend pas, voilà, on préfère le railler, et puis voilà. Pardon. Bonjour, je suis technicienne du spectacle vivant, je travaille beaucoup avec des comédiens, des metteurs en scène, etc. Et je me posais une question, est-ce que quand vous interprétez un personnage, vous avez un cahier des charges ou vous avez quand même une liberté d'interprétation? Alors, je comprends pas trop en fait. Je crois qu'on est quatre à pas comprendre là. Ouais. Oui, en fait, est-ce que vous êtes attaché au personnage qui est en VOSTFR, c'est-à-dire en VO, pardon? Ouais. Ou est-ce que vous avez quand même une petite liberté d'interprétation dans le... Ah oui. Moi je dis les deux. Voilà. Elle a répondu. En fait, c'est vrai, c'est les deux. C'est les deux. Parce que moi, quand je dirige et que je vois un comédien, je vois un personnage, on en parle un petit peu. Il y va, il me fait une proposition. Je n'avais pas forcément pensé à ça, mais je le trouve bien. Je dis, mais attends, mais c'est juste, moi, je ne l'aurais pas joué comme ça, mais ce que tu me proposes, c'est bien. On va partir dans ce sens-là. Donc voilà, après, c'est un peu un partage avec le directeur artistique et le comédien. Et on peut avoir, nous, en tant que directeur artistique, des consignes de la part d'un client et tout. On dit, attends, ce personnage-là, je veux que ce soit comme ça. Alors là, c'est respect total. Et là, parce que le client est roi. Sur ce coup-là, on peut pas aller contre.
Mais c'est tout. Enfin, après, oui, c'est pareil, on a une certaine liberté. Et puis, de toute façon, il faut respecter ce qui se passe à l'écran. Même si c'est du dessin animé, il faut être humble, il faut rendre ce qu'il y a en face de nous. Voilà. Tu voulais dire autre chose ? Je me demandais, ça fait que vous êtes comédien de doublage et quel est votre premier rôle ? Bah justement, moi, un de mes premiers rôles, je crois que c'est sur Excel Saga, je crois. C'est un des premiers trucs que je décrochais, je crois. Donc ça fait, ça m'a fait bizarre d'ailleurs parce que moi, je me vois pas vieillir. Et puis, il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit oh, Excel Saga, c'est toute mon enfance. Je me suis dit, mais attends, bah oui, il avait genre 25 ans ou 20 ans, et puis voilà, c'était il y a 10 ans déjà, enfin, même il y a 12, 13 ans, ouais, je sais plus, peut-être 15, oh là là, mon Dieu, bon bref, voilà. Et toi ? Moi, ça va faire 12, attends, j'ai 18 ans. Ça va faire 12 ans que je fais du doublage, et j'ai commencé sur une série qui passait sur M6 qui s'appelle Medium. Et je faisais vraiment l'une des filles de l'héroïne. Donc elle avait 3 filles. Moi je faisais celle du bûcher, comment on appelle ça en français. J'avais 6 ans et demi. Voilà. Moi, allô. Pour ma part, en fait, alors le doublage, j'ai commencé en 2012, donc il n'y a pas si longtemps, mais en revanche, je suis comédien depuis une quinzaine d'années, dans la télévision, le théâtre. Et mon premier dans l'animation japonaise, c'était Shinya Kogami. Voilà, c'est le tout premier. Et c'est flippant avec le héros d'une série. C'est Psycho-Pass, ouais. Et moi, je me souviens pas, mais je pense que mon premier rôle, ça a dû être dans Evangelion. J'ai dû faire un bonhomme G ou S ou Y. Voilà, non, ça je me souviens pas. Franchement, je me souviens pas. Et si on parle d'animation, parce que je fais assez peu voire pas d'animation japonaise. Et mon premier rôle en animation, c'était un petit rôle sur le remake de Mes voisins les Yamada. C'était une collégienne avec des tresses qui avait une espèce de dent contre Noboru, donc c'était assez rigolo. J'avais passé l'essai pour faire Nonoko, mais c'était peu grave à ce moment-là. Du coup, ils ont pris une amie à moi qui s'appelle Clara Kilikini. Et sinon, mon premier vrai rôle sur de l'animation japonaise, bah, je crois que c'était Mitsuha sur Your Name. Donc déjà, merci d'être venu à Jonetsu pour faire cette conférence. Moi, je tenais à vous remercier plus généralement parce que le métier de doublage est parfois pas mal vu, mais un peu ingrat par les fans hardcore. Et le truc, c'est que moi, étant une personne malvoyante, en fait, j'accorde énormément d'importance au doublage vu que ça me permet de me concentrer sur l'animation ou sur un jeu vidéo. Donc, je voulais vous remercier pour ça parce que vous permettez à tas de personnes comme moi d'apprécier des œuvres. Ma question, c'est vraiment assez générale finalement. C'est quel est le souvenir le plus marquant en fait lors d'un doublage. Alors ça peut être quelque chose qui vous a, un doublage que vous avez vraiment eu des éclats de rire tout le temps, ou alors des doublages vraiment émouvants, ou peut-être, bon là vous pourrez peut-être pas trop en parler, j'imagine, mais peut-être des mauvais souvenirs ou des choses comme ça. Vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est les anecdotes en fait que les professionnels ont à raconter sur leur métier. Ah oui, moi j'ai quelques petites choses qui me viennent. D'abord, merci. C'est super gentil, ça fait chaud au cœur d'entendre ça. Voyons voir, moi ce à quoi je peux penser, ça va être principalement sur Your Name, parce que, bon, non seulement c'est pour ça que je viens, mais c'est aussi parce que c'est mon seul gros rôle d'animation japonaise, et j'en suis très très heureuse, parce que moi j'étais une fan de Makoto Shinkai, un truc
une fan incroyable, vraiment. Enfin, je suivais son actualité. Je suis toujours dans l'actualité. Mais du coup, au moment où on m'a... Tu l'as rencontré ou pas? Oui, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. La première fois, c'était pour... Qu'est-ce qu'il venait? Oui, il venait pour l'avant-première d'un moyen-métrage qu'il avait fait qui s'appelait Koto no Hanoniwa. Voilà, le Garden of Words. Et j'étais allée le voir au Grand Rex. Et puis le lendemain, je suis allée à la dédicace à la FNAC. Je lui avais fait un dessin. Et puis 3 ans plus tard, je reviens. Je suis là. Bonjour monsieur, je suis la voix de Mitsuha. Je suis la voix de votre héroïne et je vous adore. Et je lui avais aussi refait un dessin. Enfin, vraiment, c'était un fil rouge, quoi. C'était la tresse. Et j'ai rarement été aussi heureuse qu'à ce moment-là. Et je me rappelle particulièrement d'une réplique sur le film que j'ai dû reprendre bien une 15aine de fois. Un moment, on a dit bon, attends, on va continuer et puis on reviendra sur cette réplique à la fin quand on aura fini l'enregistrement parce que là, c'était pas possible. Je sais, vous avez probablement pas tous vu le film. C'est pas grave, c'est pas un spoiler. Mais c'était un moment où Taki est dans le corps de Mitsuha. Et je me rappelle de cette réplique que j'ai bien dû reprendre une 15aine de fois. J'avais plus ma respiration, j'en pouvais plus. Et c'était à la fois un bon et un mauvais souvenir, hein, parce que quand on reprend une réplique autant de fois, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Je suis une mauvaise comédienne, ça se passe comment? Je me sens pas bien, c'est quoi? J'ai pas confiance en moi. Enfin, vraiment, ça peut être bon comme mauvais parce que finalement, quand on l'a, c'est yes. Et c'était quoi? C'était lorsque Taki décide de sauver la ville, lorsqu'il se réveille dans le corps de Mitsuha et qu'il fait, il fait quoi déjà? Il fait mais alors, tous ces événements paranormaux qui arrivent dans cette famille, c'était peut-être pour annoncer la tragédie qui va arriver ce soir. Et cette réplique-là, j'arrivais pas à la gérer, j'arrivais pas à la respiration. Et voilà. Donc c'est à la fois un bon et un mauvais souvenir. Après, il y a des mauvais souvenirs pas sur Your Name, mais sur d'autres plateaux, par exemple, où l'ambiance était à ras du plancher. Auquel cas, c'est généralement plus l'ambiance que le produit qui va nous mettre le moral dans les chaussettes. Soit parce qu'on est fatigué, soit parce que parfois, il y a un peu de gossip entre les comédiens, donc c'est pas toujours tout rose, tout le monde s'entend bien, etc. Moi, de base, j'essaie d'être un peu positive avec tout le monde. Voilà, je me dis qu'il faut partir sur un bon pied, donc autant partir sur un bon pied, voilà. Et ouais, non, si vous avez des anecdotes, hein, des bons, des mauvais souvenirs. Parlez de plus tard. Je sais pas, je vous l'ai dit, la scène de la torture dans Tokyo Ghoul. Ça a été un gros kiff. Non, et aussi les émotions que j'ai ressenties moi au tout début quand j'ai commencé et puis que je rencontrais. D'un coup, je dis attends, c'est toi, Vache de Stampede? C'était trop d'émotions quand j'ai rencontré Philippe. Je lui ai dit mais c'est toi qui fais la voix du papa de Sakura? Pour moi, c'était énorme. Voilà, des moments comme ça aussi au tout début, quand j'ai enregistré, oui, à côté de Sakura, la chasseuse de cartes et tout ça, c'était génial. Et voilà, de passer de l'autre côté du miroir comme ça, c'était chouette. Sinon, j'ai des bons souvenirs. Moi, j'ai que ça personnellement, des anecdotes. Je sais pas trop, mais bon, pour moi, si. Quand j'ai décroché le rôle de... Alors là, c'est pas tout à fait l'animation japonaise, c'était un dessin animé américano-japonais, ce qui était un reboot de la licence Cosmo Cats, qui avait bercé mon enfance. Et donc j'avais passé les essais sur le héros, et j'avais été pris, et pour moi, c'était... ça y est, j'allais devenir une star. Le reboot s'appelait Thundercats parce que le titre original de Cosmo Cats c'était Thundercats et ils n'avaient pas eu le droit de réutiliser le nom de Cosmo Cats. Et c'était un super dessin animé, il y a eu je sais plus 12 épisodes produits par la Warner et tout, et ça y est, moi je me voyais déjà dans la lignée, dans la suite de Bruce Willis puisque c'est lui qui avait fait le premier Cosmo Cats. Et il y avait eu genre 500 saisons de Cosmo Cats, donc je me voyais parti pour 500 saisons où le héros qui sauve l'humanité entière et tous les chats et tout ça. Et malheureusement, la série s'est arrêtée au bout d'une saison parce qu'elle n'a pas fait assez d'audience, alors que franchement la série est vraiment superbe. Elle est faite par le studio 4 degrés Celsius là, qui a fait Amer Béton, tout ça. Donc
a été réalisé par eux et c'était vraiment chouette, vraiment beau, des beaux personnages. Moi, je trouvais c'était plus beau que l'original. C'était vraiment, les scénarios étaient bien et tout, et puis voilà, ça n'a pas duré et donc je suis retombé dans un quasi-anonymat. Mais c'est la plupart du temps des moments où on se retrouve un peu comme des gamins parce qu'on est fan du domaine, où on est fan du réalisateur, où on a déjà vu le truc et on est fan du truc. Enfin, c'est souvent des moments où on retombe dans une admiration enfantille un peu. Avec des étoiles dans les yeux. Thunder, Thunder, Thundercats. Merci. Alors, normalement, la conférence est terminée, mais comme on a un petit moment de flottement là, en fait, parce qu'on c'est la demi-heure de pause, si vous êtes encore motivé pour répondre à des questions, je peux continuer à faire passer le micro. C'est vraiment si vous avez encore envie. Okay, donc, je veux partir du principe que c'est un oui. J'ai pas d'anecdote. J'ai pas de vie. Du coup, ouais, c'est bon. Du coup, je vais poser ma question. Moi, on a parlé de pas mal de doublages. Vous avez parlé dans cette conférence pas mal de doublages de différentes époques. J'aurais voulu savoir s'il y avait eu un changement des exigences des clients au fur et à mesure des années. Est-ce qu'ils s'impliquaient plus? Est-ce que le, comment dirais-je, en tant que comédien, est-ce que le rôle de votre responsable du doublage a changé, ou est-ce qu'en tant que responsable de doublage, il y a eu plus d'interaction avec les clients? Bref, comment tout ça a évolué au fur et à mesure des années? Effectivement, ça a changé, mais ça a changé, c'est toujours pareil, c'est sur des problèmes d'argent, c'est-à-dire qu'on nous en demande de plus en plus. On a un petit chantage aussi en nous disant, attends, si tu fais pas cette série dans 7 ans, tu vois, elle pourrait peut-être partir en Belgique. Voilà, donc tout ça, c'est pas agréable, mais donc nous on le fait, et c'est alors pourquoi? À cause de ça, parce qu'on doit foncer sur le produit, on doit foncer et se défoncer sur le produit. On perd parfois un peu de plaisir, parce que c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir un peu plus de temps, de savoir ce qu'on fait. On ne le sait pas toujours, hein, c'est limite, parce qu'on arrive le jour de l'enregistrement, mais c'est pareil, de précéder en amont. C'est-à-dire que moi, je reçois les trucs 10 jours avant, et j'ai 12 épisodes qui débarquent 10 jours avant, et je dois faire un casting, et je dois les visionner, et je dois comprendre ce qui se passe quand même. Donc, tu vois, ça, c'est des choses qui ont changé. Mais on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est la concurrence. Voilà, ce qu'ils font en Belgique, c'est très bien. Moi, je regrette que ça parte là-bas. Mais ce qu'ils font, One Piece, que j'ai dirigé sur plus de 600 épisodes, c'est parti en Belgique. Je le regrette beaucoup. Mais voilà, mais la Toei a dit, c'est mieux, c'est moins cher hein, là-bas. C'est pas compliqué, quoi. C'est pas. Alors, ils ont gardé quelques comédiens français qui ont des récurrents, mais c'est tout, quoi. Et ça, c'est un peu violent, parce que quand tu diriges une série, tu es attaché à cette série, tu es attaché au personnage, d'un seul coup, tu vois, on te dit, attends, c'est pas parce que t'es pas bien, hein, c'est une question d'argent. Bon, ok, vas-y. Voilà. Après, les exigences, oui. Alors là, je ne sais pas comment dire les choses, mais c'est vrai qu'il y a des clients qui peuvent venir sur le plateau, qui peuvent nous conseiller. Et parfois, on est un petit peu surpris parce qu'on se dit, ça c'est marrant, il n'y connaît rien, mais il donne quand même son point de vue. Et c'est compliqué à gérer ça. Voilà. Oui, parce qu'il y a eu comme ça, d'un seul coup, on se dit, ouais, c'est mieux d'être sur le plateau, comme ça on voit ce que vous faites. Mais bon. Et puis ils nous voient travailler rapidement et ils ne comprennent pas toujours. Ils disent, ouais, mais nous, on a 4 jours pour faire ce film. Il faut que ce soit fini. Voilà. Les choses ont changé comme ça, mais c'est malheureusement souvent à cause du pognon, quoi. Mais c'est pas systématique, hein, c'est pas tous les programmes. Voilà, quand je faisais les 35 de One Piece, j'avais du temps, c'était entre guillemets confortable, voilà, tu vois, mais c'est comme ça. Bonjour. Alors, ma question va un peu rejoindre la question précédente parce que je voulais évoquer un peu le futur du doublage qui a commencé aux États-Unis, qui a un peu commencé en France, qui s'appelle le simuldub. Alors je sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou pas. C'est le principe comme le simulcast, donc de diffuser des animés quasiment en direct au Japon, mais du coup doublés. Donc aux États-Unis, ça fait 2 ans qu'ils font ça chez Funimation
en France, ça a commencé au mois d'octobre par Wakanim, J1 et Atanime sur l'anime de Drifters. Donc à essayer de doubler l'épisode quasiment pour une diffusion au lendemain du Japon. Bon, ça n'a pas très bien marché, il me semble, pour Drifters. Et j'aimerais savoir du coup pour vous si le principe déjà ça vous convient, si vous pouvez travailler dans des conditions où chaque semaine finalement, un peu comme au Japon, il faudrait travailler sur l'animé, découvrir le script, très rapidement retranscrire, etc. etc. J'aurais des choses à dire après, mais si vous voulez dire quelque chose avant. Alors, je vais pour parler de Drifter, c'est justement c'est un cas particulier parce qu'il n'y en a eu qu'un seul en France. Drifter, justement, c'est pas juste une semaine hein, ou quoi que ce soit, tous les simuldubs, parce que le simuldub, on prend sur les télévisions, tout ça, ça existe depuis pas mal de temps. Hein. Pas dans l'animation japonaise, mais tu as des séries américaines qui arrivent une journée après. Sci-Fi le fait pas mal, Orange OCS le fait pas mal aussi, Netflix. Oui, mais pas doublé, non. Si, doublé. Ah bon? Je prends l'exemple de Better Call Saul qui est arrivé en simuldub sur Netflix, la série Une nuit en enfer également, OCS, il me semble que l'autre série The Walking Dead, la deuxième série, voilà, Fear the Walking Dead, ça arrive 3-4 jours après. C'est que les studios ont quand même les épisodes un peu plus tôt, quoi. Ils n'enregistrent pas ça en une journée ou voilà. Et deuxièmement, je voudrais juste reparler un petit peu du cas de Drifter, parce que malheureusement, je pense que nos invités vont pas pouvoir dire grand-chose vu que le doublage de Drifter, il a été fait en Belgique. Donc voilà. Et pour dire justement, effectivement, c'est le studio à l'origine qui avait justement trop tardé à rendre des épisodes en version. Et il me semble que c'est ça qui est le studio qui avait un petit peu tardé à rendre les épisodes. Donc du coup, ça a un peu refroidi tout le monde et justement, Wakanim met également un peu refroidi à ce sujet. Donc ça va pas être forcément, ça va être peut-être un peu plus rare justement en animation japonaise. Ouais, moi je suis pas mal l'actualité. Moi je suis pas mal l'actualité Wakanim et ça a dû être tellement pas viable et tellement éphémère que tu vois, j'en ai même pas entendu parler. Donc voilà. Moi aussi, j'en avais pas du tout entendu parler. Donc. Effectivement, ça peut être l'avenir du doublage, mais s'il faut s'adapter, on essaiera de s'adapter. Mais le truc, c'est que ça va être des conditions encore pires. C'est-à-dire qu'on va encore plus être balancé sur les trucs sans savoir de quoi ça va ni qu'est-ce. On aura du tout les scripts en avance, ça m'étonnerait. Surtout en plus aujourd'hui, ils deviennent complètement paranoïaques. Raison d'ailleurs, plus ou moins, mais on peut. Vous savez que les Star Wars, tout ça, les Avatars, les machins, ça a été doublé avec un écran noir et juste la bouche du comédien. Donc, parce qu'ils ne voulaient pas du tout que les comédiens soient au courant justement du script ou à l'avance, etc. Donc on n'aura absolument rien. Et on sera balancé sur les trucs et voilà, on fera ce qu'on pourra. On parle du simuldub. On parle de simuldub, mais sur le film, ça arrive, c'est très régulièrement. Parce qu'il y a les sorties internationales et les films, ils arrivent même très souvent. Les gros films, ils arrivent 2 jours en avance avec par rapport aux États-Unis, en France, donc ça existe depuis longtemps, c'est au cinéma. C'était le cas de Game of Thrones aussi à un moment. Maintenant, on reçoit le matériel plus tard, mais c'était le cas de Game of Thrones aussi. On avait des clauses de confidentialité et tout. Il faut signer avec son propre sang. Exact. Du coup, je voulais surtout souligner les différences par rapport au Japon. Alors Drifter, c'est un cas très particulier, mais au Japon, les épisodes, selon les animes, sont très loin d'être reçus des semaines ou des semaines en avance. Donc c'est pour ça que je parlais surtout de ce sujet, parce que par rapport à Game of Thrones ou d'autres séries américaines, je pense qu'ils doivent recevoir l'épisode un peu plus en avance pour qu'ils puissent en travailler en amont. C'est pour ça que ça foirait sur Drifter. Ouais, voilà, ah oui, non mais clairement sur Drifter c'est carrément le cas. Après aux États-Unis ils arrivent à le faire, mais le simuldub il prend quelques semaines à être fait. Alors je crois que depuis quelques temps Funimation ils arrivent à faire du simuldub quasiment une semaine après, donc bravo à eux, mais je pense que déjà une semaine faire un doublage à mon avis d'un épisode ça doit être assez tendu. Voilà. Du coup, en répondant aux autres questions, vous avez plus ou moins répondu à cette question, mais je souhaitais quand même que vous en parliez peut-être directement. Je voudrais savoir si, du coup, ça va être, je pense, une question assez personnelle. Est-ce que vous, le doublage d'animation, c'est ce que vous vouliez faire dès le début, ou juste ça s'est arrivé par hasard et ensuite vous avez continué parce que vous aimiez ça ou parce que vous étiez talentueux là-dedans? Merci pour la dernière phrase, j'ai bien aimé.
Non, c'est le hasard total. Là, j'avais commencé par des téléfilms, est arrivée cette série, et je me suis rendu compte que j'aimais vachement le dessin animé. Parce qu'en plus, je m'amusais beaucoup plus avec les comédiens. Voilà, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est qu'on peut aussi un peu sortir un peu plus de jeu, on peut un peu plus s'éclater, un peu plus aller un peu plus loin dans le dessin animé. Donc ça me plaisait bien. Il y a des inventions de voix, il y a des tas de choses, et quand je vois les comédiens, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont un peu en création, quoi. Ils s'amusent, ils s'éclatent, et même à la barre, c'est complètement différent sur d'autres programmes, que ce soit un téléfilm italien, anglais ou américain. Je vois les comédiens qui bougent vachement, qui vivent le truc. Tu vois, et ça me plaît. Moi, je fais beaucoup de théâtre, donc j'aime ça, quoi. Ça me rappelle ça. Il y a un côté que j'aime bien. Après, tout à l'heure, le monsieur m'a posé une question si ça avait changé le doublage. Et oui, il y a un truc qui a changé. J'ai oublié d'en parler. C'est que malheureusement, toujours avec ces contraintes de temps, c'est que moi maintenant, quand je convoque les comédiens, je convoque surtout et souvent comédien par comédien. Malheureusement, je n'arrive plus à avoir sur mes plateaux 3-4 comédiens qui peuvent se répondre et tout, parce que le fait les prendre un par un, on va beaucoup plus vite. Et une fois de plus, c'est des contraintes malheureuses, j'ai envie de dire. Et ça m'ennuie d'autant plus, c'est que je prends des comédiens qui sont en général confirmés, qui sont très bons pour ça, et essayer des nouveaux comédiens là-dessus, c'est vachement compliqué. Parce qu'il faut de l'expérience et tout ça, et ça me gêne, parce qu'on a besoin de nouvelles voix, on a besoin de nouveaux corps, de nouvelle énergie, de plein de choses. Voilà, c'était aussi pour ça que, c'est pour finir de répondre à la question, je percute un peu tard, mais voilà. Mais en tout cas, pour ta question, c'est le hasard, et ça m'a plu, et c'est vrai que je revendique de faire ça, et j'ai envie d'en faire, quoi. Souvent, s'il m'arrive de contacter des studios d'enregistrement, je leur dis que j'ai fait beaucoup de dessins animés et que j'aime faire ça, quoi. Voilà, c'est ce que je mets en premier. Moi, vous l'avez peut-être compris, c'est effectivement ça qui me plaît. Moi, en fait, le doublage, ça m'intéressait pas vraiment. C'est l'animation japonaise qui m'intéressait. Donc j'ai vraiment fait ça parce que je me suis dit, ah oui, là, ça va être drôle de faire ça là-dedans, ça va être trop sympa. Puis en plus, pour apprendre le doublage, il y a des écoles maintenant, il y a des choses, mais enfin, quand même, on apprend beaucoup en regardant les autres. Donc pour moi, c'était le bonheur. J'étais là, je regardais de l'animé japonais à longueur de journée, j'étais content et j'apprenais en même temps. Et donc c'est vraiment pour ça que je fais du doublage. Alors bon, si on m'appelle pour faire une série américaine, je dis oui. Mais bon. Bonjour, je voulais savoir comment est-ce que vous avez fait pour rentrer dans le milieu du doublage, s'il vous plaît. Allô, on m'entend ? Oui, c'est bon. Pour ma part, c'est grâce au théâtre. En fait, j'ai travaillé au théâtre avec deux grands comédiens de doublage, Maïk Dara et Patrick Poivet. Et voilà, c'était sur une pièce que j'ai mis en scène. Et on a travaillé ensemble, et sur le travail, en répétition, il me disait, mais pourquoi tu vas pas frapper à la porte des studios de doublage ? Puis j'ai l'avantage, c'est ce qu'on me disait, d'avoir une voix jeune. Donc on me disait, vas-y, toque aux portes, et puis qui vivra verra. Je les ai écoutés, j'y suis allé. Et en fait, très vite, j'ai commencé à travailler. Voilà, très vite. Et j'ai rencontré des gens. Et l'animation japonaise, on a parlé de moi à Emmanuel Fouquet, qui dirigeait Psycho Pass. Et voilà, il m'a contacté, il m'a fait passer des essais, et ils m'ont choisi. Et après, forcément, à partir du moment où on met un petit pied dedans, les gens entendent parler de nous. J'ai été convoqué pour Assassination Classroom. Après, voilà, ça s'est enchaîné très vite. Et puis voilà, puis après j'ai rencontré Adrien, tous les autres comédiens. Enfin, voilà, pour ma part, ça a démarré comme ça. Je pense que chacun a une expérience un petit peu différente sur comment il est entré dans le milieu. Généralement, ce qu'on aurait tendance à conseiller, c'est d'abord se former en tant que comédien, avoir une expérience de la scène, c'est toujours conseillé. Parce que voilà, quand on va venir assister en plateau pour soit se former, soit rencontrer simplement des directeurs artistiques, des comédiens, ce qu'on va conseiller, c'est de témoigner d'une expérience de comédien.
qu'elle soit professionnelle ou pas, du moment qu'elle est validable. C'est comme ça la plupart du temps qu'on va faire. À partir de là, il faut surtout montrer pas mal de rigueur et beaucoup de volonté, parce que c'est pas un milieu dans lequel on a cette image d'un milieu très renfermé, etc. Mais c'est un milieu dans lequel il n'est pas difficile de rentrer. Il faut témoigner de beaucoup de volonté, beaucoup de niaque, voilà. Et évidemment, faut être bon comédien. C'est le principal. Moi, j'ai eu une expérience totalement random. Je suis pas du tout rentrée là-dedans. Je suis pas du tout rentrée là-dedans comme ça. À 6 ans et demi, je me posais pas de questions. Pour moi, c'était plus un jeu qu'autre chose. Et puis finalement, je me suis tellement prise au jeu, j'ai tellement aimé cette activité que j'allais faire toutes les semaines. J'ai tellement aimé ça que finalement, j'ai décidé d'en faire mon métier, quoi. Et voilà. Mais je pense que chacun a une expérience différente. Après, ce que je vous ai dit juste avant, c'est la voie conseillée quand les gens ne savent pas trop comment se rapprocher, voire entrer dans le milieu. Bien. Bonjour. Déjà, merci d'être venu. Une question supplémentaire. Vous parliez déjà de la formation au niveau d'acteurs et tout le reste. C'est au niveau du métier. Tout à l'heure, on avait parlé de Monsieur Auguste, donc Philippe Auguste, qui avait déjà expliqué par le passé que le métier de doubleur était davantage, en quelque sorte, une façon de mettre du beurre dans les épinards, dans la mesure où on était majoritairement déjà acteur de cinéma ou acteur de théâtre, et en plus, on faisait des doublages à côté. Ma question est pour savoir si, donc maintenant, est-ce que c'est devenu un taf à temps plein, ou est-ce que c'est toujours à côté, vous êtes sur les planches ou sur un plateau de cinéma? Et la question supplémentaire est que du coup, si c'est une activité à côté, par exemple, est-ce que vous continuez à faire des choses du genre combien ça coûte, par exemple, pour faire enregistrer mon message de répondeur téléphonique? Merci. En fait, moi, j'ai du mal à visualiser ça comme un taf à temps plein ou à côté. Notre taf, c'est d'être comédien. Donc, dans le métier, il y a différentes disciplines. Il y a le théâtre, il y a la télévision, il y a le cinéma, il y a le doublage. Et je pense, pour ma part, moi, je m'éclate dans toutes ces branches. J'aime tout faire parce que pour moi, on ne peut pas dissocier l'un et l'autre. Après, moi, en doublage, je m'amuse surtout sur de l'animation japonaise. Je m'amuse comme un gosse. Je sais pas, non. C'est un métier, on a la chance de pouvoir tout faire. Donc, Le sens de la question, c'est qu'au Japon, c'est un taf à temps plein. Alors, c'est pas tout à fait considéré. Le doublage en France n'est pas considéré tout à fait comme le doublage au Japon, dans la mesure où au Japon, c'est un métier qui est très 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 prisé. On se dit, je vais être comédien de doublage au Japon. Je vais prêter ma voix à des personnages. Ici, effectivement, quand on considère le métier de comédien, on ne considère pas qu'une seule branche, on considère toutes les branches. Donc voilà, au Japon, tu as le taf qui est comédien de doublage, et en France, tu as le taf de comédien dont le doublage est une branche. Puis il faut relativiser avec le Japon, c'est qu'au Japon, il y a tellement de matière au niveau de l'animation que forcément, comédien de doublage, forcément que ça occulte beaucoup plus de place qu'en France. Il y a tellement de matière là-bas que voilà. Bon du coup, on va s'arrêter ici. On va vous demander poliment à tous déjà de les remercier. Merci à vous.